Bonjour à tous, bienvenue dans ce Zoom. Une fois n'est pas coutume, chers téléspectateurs, je ne consacrerai pas ces quelques moments à l'économie. Parce que je reçois Yves-Marie Edeline. Bonjour Yves-Marie. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'environ 45 livres. Théologie, philosophie, politique, économie, poésie, théâtre, histoire, genre romanesque, textes musicaux, puisque vous êtes aussi musicien. Mais je vous reçois aujourd'hui pour un livre que je vais vous montrer à l'écran, Le Château du Roi dormant. Alors, il y a un piège. Il y a un piège. Non pas que vous piégez votre lecteur, mais ça commence de façon un peu romantique, par la découverte d'un peintre, avec des mots extrêmement choisis, très belle langue. Ceux qui aiment bien la langue française goûteront votre écriture. Et ce peintre représente un château, le château de Blagnac. Bagnac. Bagnac, pardon. Il n'y a pas de L. Ce château qui, on commence sa décrépitude au début du récit, car vous avez titré « Récit ». Oui. Il n'est pas sûr que ce soit tout à fait un récit. Je vous le contesterai tout à l'heure. Et ça se finit en effet par la ruine du château. Mais l'essentiel du livre, c'est toute l'histoire de 2 siècles d'espérance royale et monarchique, puisque vous êtes réputé un des défenseurs du principe royal. Alors on me dirait, mais en ce XXIe siècle, où une société complètement effondrée, une école ravagée, comment peut-on encore croire au principe royal? Vous y répondrez, mais auparavant, je voudrais dire combien le livre, qui est pas très gros livre, 120 pages, est une synthèse très brillante et très réussie, parce que toute l'histoire de la question monarchique est posée depuis 89 jusqu'à nos jours. Sauf que le dernier chapitre implique un certain Yves-Marie Edeline, qui fut un acteur et qui se présenta à plusieurs reprises devant les électeurs pour défendre l'idée royale. Alors, ma première question, ce sera, est-ce que ce n'est pas un peu votre testament politique, mon cher Yves-Marie? À mon âge, j'espère ne pas avoir encore de testament politique. Mais disons que c'est un bilan, effectivement, de ce que j'ai pu faire et vivre. Je suis allé au bout de ma logique. J'ai commencé par écrire de la théorie politique. Et puis un jour, j'ai pensé qu'il était bien de me lancer dans la pratique, dans l'action politique, pour essayer de reconnecter cet idéal politique avec le monde qui m'entourait, le monde dans lequel je suis né. Et donc j'ai vécu cette aventure, j'ai fondé un parti politique, etc. Je me suis présenté à des élections. Pour préciser, élections européennes... Européenne de 2004. Élection présidentielle 2007. Et élection municipale aussi. Voilà, 2008. Et en 2008, j'arrête, parce que le suffrage universel est un sport de riches. Absolument, c'est une expression que vous avez dans le livre et qui est remarquable. C'est tout à fait ça. Oui, ben oui. Et donc, je ne pouvais pas continuer à supporter cette vie matériellement. Ça n'était plus possible. Il faut dire aussi que ça n'a pas beaucoup marché, ce qui m'a permis de connaître les limites du sentiment monarchique en France. Alors, ces limites du sentiment monarchique, oui, elles sont évidemment très marquées. Mais on apprend avec pas mal d'intérêt, par vos rencontres, parce que vous êtes un homme d'empathie, de chaleureux, vous aimez le contact humain, on apprend que l'idée royale est plus prisée dans les milieux populaires que dans les milieux bourgeois. Oui, ça c'est... Oui, c'est très clair ça. Quand je me suis présenté au municipal à Paris, pour des raisons de nombre de candidats sur la liste, j'avais choisi le 7e. Qui n'est pas le plus prolétaire. Qui n'est pas le plus prolétaire. Alors, moi-même, j'habite le 8e, mais selon la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, quel que soit l'arrondissement où vous habitez, vous pouvez vous présenter dans l'arrondissement de votre choix. Oui.
Et je m'étais présenté dans le 7e, parce que c'est là qu'il y avait le plus petit arrondissement, en fait, et le plus petit nombre de candidats. Mais en réalité, je pense que j'aurais fait un meilleur score dans le 20e, dans le 19e, dans les quartiers populaires. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup tracté dans ces endroits-là. J'ai été suivi par des télévisions qui n'en revenaient pas. Oui, parce que vous avez fait beaucoup d'émissions de télévision, vous avez été très présent dans les médias. Et je dirais aussi très courageux, parce que, étant donné la cause que vous défendez, c'était pas toujours facile. Y compris jusque chez des individus comme Ruquier, par exemple, où vous avez risqué d'aller vous jeter dans la gueule du loup avec un certain courage, un certain culot, si vous le dites vous-même, vous le reconnaissez. Du culot. Oui, il en faut. Un côté bravache aussi, mais avec je le dis à nos téléspectateurs, une réflexion en profondeur sur la politique, sur la société et sur les mécanismes. Vous avez dit tout à l'heure, la démocratie est un sport de riches. Évidemment, il faut des sous pour faire une campagne, mais par exemple, on découvre qu'en réalité, les élections à 2 tours, c'est des élections à 3 tours. Bien sûr, la présidentielle, c'est une élection à 3 tours. Puisqu'il fallait d'abord être élu par un maire, par des maires. Et alors, il y a des choses intéressantes sur les signatures. Vous nous apprenez beaucoup de choses là-dessus. Je pense que nos téléspectateurs auront à la fois un profit lié à l'histoire de l'idée monarchique et l'histoire des querelles monarchique. Alors là, les querelles, on en a tant qu'on veut, entre d'une part la F, d'autre part les légitimistes, d'autre part les orléanistes. C'est un peu fatigant. Mais justement, vous dépassez cela. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous arrivez à dépasser ces querelles. Un petit peu vaines, me semble-t-il. Vous ne revendiquez pas maurassien et vous évoquez toute la question, vous faites des portraits de personnages, des gens qui se sont battus avec vous pour cette cause. Je pense à Daniel Amiche, que j'ai bien connu, à Radio Courtoisie, je pense au baron Pinotto. Tous ces hommes nous ont quittés. Et puis, ce combat, il fut héroïque, ça je dois le dire de votre part. Il fallait un homme qui eut un cuir quand même épais pour résister à toutes les attaques dont vous avez été victime. Oui, il en faut quand on fait de la politique. Il faut une peau d'éléphant. Un de mes oncles m'avait dit ça pour faire à une époque, enfin une année là où j'étais particulièrement attaqué par des attaques viles, disons. Il m'avait dit pour faire de la politique, il faut une peau d'éléphant. J'ai retenu cette expression-là. Mais en fait, l'histoire démarre à peu près en 1830. Oui, voilà. Et donc, c'est avec le problème de la duchesse de Berry, le problème d'Henri V. Oui, le comte de Chambord. Et le comte de Chambord, et puis la querelle du drapeau. Alors, sur le drapeau, moi, j'avais retenu la tarte à la crème, que c'était vraiment futile de s'accrocher au drapeau fleur de lys blanc contre le bleu, blanc, rouge. Et vous en apportez une justification. Je retourne la proposition. Voilà. Si c'était tellement futile, pourquoi teniez-vous tant à votre drapeau tricolore? D'autant que lorsque l'accord se fait entre le comte de Chambord et le comte de Paris, à l'époque, on sait très bien que le comte de Chambord n'a pas d'enfant. Et l'idée, c'était que le comte de Chambord montait d'abord sur le trône et qu'ensuite, le comte de Paris lui succéderait. Par conséquent, on pouvait très bien dire, écoutez, le comte de Chambord vient avec son drapeau. Ça ne manquait pas de grandeur, d'ailleurs, et de contenu philosophique, son idée. Et ensuite, on verra si on fait autre chose. Donc, j'ai toujours trouvé bizarre cette espèce de procès qu'on faisait au comte de Chambord pour avoir refusé le drapeau tricolore, mais on n'a jamais fait le procès aux autres pour avoir refusé le drapeau blanc. C'est absurde. Encore une fois, d'autant que cette question-là aurait pu être résolue. Alors, si il est parmi nos téléspectateurs des étudiants, je leur recommande de la lecture des livres, parce qu'ils auront la synthèse parfaite de tout le 19e siècle, au moins, et d'une bonne partie du 20e siècle. Parce que, évidemment, on voit la Révolution de 48, on voit l'attitude de Louis-Philippe, qui n'est pas sans mérite. Vous défendez aussi Napoléon III, dont la politique intérieure est tout à fait respectable, politique extérieure désastreuse, mais Napoléon III rétablit le suffrage universel, le suffrage universel, sauf erreur. Et puis, vous réfléchissez aussi sur les institutions. À un moment où nous sommes en train de revenir à la 4e avec une liquidation de la
De l'héritage gaulliste. De l'héritage gaulliste et de la Ve République. Ouais. C'est pas une mauvaise chose de réfléchir sur les institutions. Non, simplement les peuples s'en moquent. Voilà. Et quand j'arrive à De Gaulle, De Gaulle qui n'est pas un royaliste au début, c'est un barrésien, c'est différent. Oui, bien sûr. C'est à peu près la même idée que Maurras, mais sans le roi. C'est pas Maurras, quoique, mais c'est Barrès, en effet. C'est Barrès, oui. Mais avec la pratique du pouvoir, De Gaulle devient royaliste, et c'est là qu'il pense, pour 1965, à une succession qui est impossible, parce qu'on ne peut pas avoir pendant 150 ans farci le cerveau du peuple avec des idées complètement absurdes et évidemment très négatives de la royauté, puis tout à coup leur dire « Écoutez, maintenant, c'est le comte de Paris qui va me soutenir », c'était pas possible. Donc, en réalité, il est obligé d'y renoncer. Alors, vous racontez tout cela de façon très, très, très synthétique. C'est vraiment très intéressant parce que la personnalité du comte de Paris, Henri VI, est quand même une personnalité forte, intéressante, attachante. À côté de ça, très dur parfois, notamment avec ses enfants. Oui, il a détruit Henri VII, pour le coup, là, que j'ai connu. Et que j'ai connu moi aussi, et que j'avais reçu au micro d'une radio qui s'appelle Radio Courtoisie. Oui. Ouais, c'est un homme qui avait été détruit par son père. Mais il n'était pas fait pour. Alors lui, pas du tout pour la politique, au sens noble du terme, et au sens bas du terme aussi. C'était un artiste. C'était un artiste, au sens bas du terme, je n'en dirais pas autant, s'il avait voulu me faire des petits coups, coups bas. Mais j'en ai pas parlé, je crois, dans ce livre. Non, vous n'en parlez pas. C'était pas utile. Enfin, vous n'êtes pas tendre avec lui. Non, je suis pas tendre avec lui. À vrai dire, il m'a beaucoup apporté, bizarrement, hein. Mais, parce que j'ai compris beaucoup de choses à son contact, et notamment la francité du prince, qui quand même, ça compte. Hein. Et il l'était, évidemment, jusqu'au bout des ongles. Mais le jour où il a publié un livre qui s'appelait « La France à bout de bras », je me suis précipité en me disant « Ah, il a quelque chose à dire sur la politique française ». Et en fait, c'était à bout de bras de l'aquarelliste, c'est-à-dire qu'il faisait le tour de la France. Mais l'autre livre, pour faire « La France survivra-t-elle au XXIe siècle ?» C'est pour ça que je l'avais reçu. Oui. Mais c'est pas lui qui l'avait écrit. Oui, bien sûr. Non, il n'aurait pas été capable. Le problème, c'est que quand vous l'interviewez sur son livre, il ne l'avait pas appris par cœur. Non, mais bien sûr. Alors ça arrive à beaucoup d'hommes politiques. Ah bon? Oui, croyez-moi. Il y a notamment, il y en a un qui est très présent en ce moment, qui a écrit un Henri IV, que bien entendu, il n'a pas écrit. Mais il ne pouvait pas, il était ministre. Je vois. Il partage avec Henri IV le fait d'être béarnais. Voilà, c'est ça, mais il ne pouvait pas. Donc je pourrais même quasiment citer ceux qui l'ont écrit. Mais je ne vais pas le faire. Mais voilà. Et vous utiliserez une expression qui n'est plus utilisable aujourd'hui. Oui, en plus, que j'ai jamais apprécié, cette expression d'ailleurs. Je préfère parler d'écrivain de l'ombre plutôt que nègre. Parce que c'est pas un esclavage. Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, votre livre est extrêmement enrichissant. Parce que qui n'est pas monarchiste peut le lire, mais en toute quiétude, si je puis dire. C'est de l'histoire. Parce que c'est vraiment un résumé historique très intéressant, très synthétique. Alors, le dernier chapitre, vous devenez donc, comme je l'ai dit, acteur, avec toutes les souffrances que ça a impliqué, toutes les joies que ça a impliqué, les trahisons aussi. Toujours dans un style, une belle écriture, avec des mots choisis, un vocabulaire riche. Vous resterez même quelques mots qui ont tendance à ne plus être dans l'usage. C'est dommage, mais c'est beau, c'est beau. Mais est-ce que votre démarche, j'ai dit tout à l'heure que c'était peut-être un testament politique, vous m'avez dit non. Mais est-ce que votre démarche est une démarche esthétique? Il y a de ça un peu. C'est une bonne question, parce que ça part d'un artiste peintre qui est trop tôt disparu, qui s'appelle Lionel Le Fallers, et que j'ai bien connu, qui est mort encore une fois trop tôt, rongé par les excès. Oui. Et un jour, je rentre dans son atelier et je tombe sur un magnifique pastel, c'est ce qui fait la couverture de ce livre, qui est l'allégorie, c'est un peintre symboliste, qui est l'allégorie de la ruine de ce château de Bagnac, dont il ne connaissait pas l'histoire. Oui. Et des années plus tard, donc il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, allant rendre visite à un cousin dans cette région-là, du Limousin, il me dit, on sort de la messe, il me dit, veux-tu que je te montre quelque chose d'amusant? Et il vient me montrer ces ruines. Et je lui dis, mais tu sais que je connais ces ruines-là,
Parce que j'ai vu, il y a des années de ça, un pastel de Lionel Le Fallère qui en parlait. Et il se trouve que grâce à lui et une de ses relations, j'ai pu connaître l'histoire de ce château. Qui fut offert à Henri V. Alors, oui, c'est ça. Au comte de Chambord, oui, à Henri V, clairement. C'est-à-dire que le dernier marquis de Bagnac, n'ayant pas d'enfant, avait décidé de transformer sa citadelle multiséculaire de Bagnac, qui était devenue un marquisat à la longue, avait décidé de la restaurer dans le goût de l'époque, c'est-à-dire... des tourelles un petit peu, maigrichonnes, du romantisme, voilà. Troubadour. Oui, c'est ça, romantique. Le style troubadour. Il y a une dimension romantique dans votre bouquin. Mais parce que le sujet l'est aussi. Et donc il se dit, je vais offrir ça au comte de Chambord, qui était évidemment en exil à l'époque. En Autriche. En Autriche, à Frosdorf. Et le comte de Chambord avait déjà Chambord, qui voulait qu'il fasse du Mais en fait, il ne viendra jamais. Et de toute façon, il ne viendra pas régner. Donc, si vous voulez, j'ai mis en parallèle l'histoire de ce château, toutes les déceptions associées à la non-venue du comte de Chambord. Et ensuite... la décrépitude aussi bien du château lui-même que celle de l'idée monarchiste, où on va remplacer le roi par la nation, par une doctrine, puis la doctrine par autre chose encore, etc. Et on tombe dans du plaqué. Oui, alors l'utilisation plaqué revient à 5 ou 6 fois. Oui, parce que... À la fin, il y a même du plaqué américain, autant que je le sais. Il y a du plaqué tout, et il y a, disons, différentes manifestations de plaqué, à savoir, d'abord, il y a le plaqué château, c'est-à-dire qu'il est tellement pressé, le marquis de Bagnac, qu'il fait construire son château en faux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il met des gravats avec des pierres. Au sein des pierres, Oui, parce qu'il pense que le comte de Chambord va arriver très très vite, donc il fait... Et puis la région n'est pas très propice. Et là, voilà, la région n'est pas propice. Vous qui êtes un spécialiste du territoire... N'exagérons pas, non. Et donc, et puis bon, le roi ne viendra pas, le roi Henri V, enfin le comte de Chambord ne viendra pas, et ensuite le comte de Chambord va refuser du plaqué royal, et puis etc. Donc en fait, on passe de plaqué en plaqué. Alors, il y a évidemment l'épisode maurassien, que vous n'êtes pas maurassien au sens vous n'avez jamais été. Je n'ai pas été nourri au biberon du maurassisme, non. Et simplement, avec le recul. Il y a eu une période flamboyante, mais vous dites que c'est en fait une doctrine nationaliste. C'est du nationalisme. Alors je ne me trompe pas d'adversaire, mais je ne suis pas nationaliste. Voilà, Puis alors il y a la question des Bourbons d'Espagne aussi. Alors après il y a cette question que j'ai bien connue. Et la remontée actuelle de Louis XX, du duc d'Anjou, que vous expliquez d'ailleurs. Alors j'ai connu, je dois le dire pour ceux qui lisent ce livre ou qui le liront, les souvenirs que j'ai sont des souvenirs qui datent de 20 ans. Donc je ne préjuge pas de ce qui est devenu le d'Anjou, Don Louis, appelons-le comme on voudra. Mais bon, tout ça, c'est une question bien compliquée quand même. C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, Daniel Amiche m'avait dit, il y a très longtemps, on va avoir beaucoup de mal à en faire un français, parce que c'est pas rien d'être espagnol. C'est l'identité la plus distincte parmi tous nos voisins. Ah oui, c'est très net. C'est très net. C'est un pays qui n'a pas vécu le Moyen-Âge avec nous. C'est un pays qui a une identité extrêmement forte. Il a vécu avec les Sarrasins. Et donc, c'est très compliqué. Qui plus est, c'est l'arrière-petit-fils de Franco. Donc, ce n'est pas rien comme héritage. Et bref, donc, c'est vrai que là, je ne suis pas forcément très tendre. Et puis surtout, à la mort du comte de Chambord, j'explique comment les choses se sont passées et qu'il personne n'a imaginé un instant aller chercher Don Juan de Montezon. C'était pas du tout dans l'esprit du temps. Ça, c'est vraiment artificiel. Notamment le Henri VI dont on parlait, là, ce comte de Paris, grand-père de l'actuel, qui était un homme extrêmement brillant. Alors on peut le critiquer. C'est vrai. C'était un homme très brillant, royal. Là, vraiment, il avait même une beauté extraordinaire. Mais sa mort accidentelle. Ah non, je suis en train de parler du comte de Paris. Là. Ah, du comte de Paris. Ah oui, d'accord. Du prince Alphonse. Le comte de Paris, une intelligence supérieure. Oui, absolument. Certainement. Trop, presque. Trop. Trop. J'explique pourquoi c'est trop. Pourquoi il est trop intelligent. Et qu'en fait, il n'y a qu'un seul homme qui
qu'il admirera intellectuellement, c'est De Gaulle. C'est De Gaulle, oui, ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais donc lui, bon, il a déchu beaucoup de gens avec l'Algérie. Où il a perdu un fils, mais où il s'est rallié à la politique de De Gaulle. Et c'est là que va remonter un mouvement... Pardon de vous interrompre, mais son fils a été tué en voulant porter secours à un harki. Oui, absolument. Oui, le prince François. C'est quand même une grande douleur pour un père. Bien sûr, c'est affreux. Bon. Alors politiquement, il va suivre quand même la politique de De Gaulle et ce ne sera pas compris par beaucoup de gens, de royalistes. Non. Il y avait déjà eu la rupture avec l'Action française. Oui, donc, bien sûr, et toute cette succession, disons, de ruptures va aboutir à ressusciter une idée que j'ai bien connue. Vous avez parlé de Pinotto, qui avait écrit un ouvrage extraordinaire en 1960-61, j'ai plus Monarchie et Avenir, mais tout ça c'est quand même très artificiel, ce néo-légitimisme. Voilà, néo-légitimisme que vous appelez. Alors, sur la réception de l'opinion à l'idée monarchiste, vous faites une petite conférence dans le nord de la France, à 2 pas de la frontière belge. Oui. Ça me paraît tout à fait emblématique ce que vous racontez là. Le public vous dit, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez d'une idée d'un roi en France? Mais c'est impossible. Or, il y en a un à 200 mètres. Il y en a à 300 mètres, vous avez un roi en Belgique. Cela étant, votre argument est fort, mais l'État de la Belgique, vous le dites aussi, et pire encore que celui de la France. Oui, c'est l'homme le plus malade de l'Europe, c'est bien la Belgique. Oui. Alors, la France l'est, l'Angleterre l'est devenue, l'Allemagne le devient, mais le pays le plus malade. Cela dit, c'était pire que ça, ce que j'entendais dans cette conférence. Enfin, je faisais cette conférence de presse, et j'avais des questions de journalistes. C'était plus que ça, c'était l'enfer sur terre, la monarchie. Oui, c'est Hitler. C'était Hitler. Voilà. C'était surréaliste, quoi. Je leur disais, mais faites 300 mètres à pied, franchissez... Vous avez une monarchie. En quoi vous seriez en enfer, vous voyez. Et puis, nous avons... Alors, c'est De Gaulle, c'est les institutions. Nous avons une monarchie élective, dans une certaine mesure. Bon, il y a un seul pays, d'ailleurs, vous le citez, qui avait une monarchie élective après les Jagiellons, c'était la Pologne. Ça peut être un succès. Pour son malheur. Pour son malheur. Pour son malheur, bien sûr. Et c'est précisément ce malheur qu'aurait voulu éviter De Gaulle. Oui. Donner une continuité à la politique française dont la Pologne a manqué. La Pologne aurait pu devenir, elle l'était devenue à la fin du Moyen-Âge, une grande puissance européenne. Elle aurait pu avoir un destin beaucoup plus brillant. C'est vrai. Sans continuité et prise entre les deux géants russes et allemands, qu'est-ce que vous vouliez faire? Alors, vous concluez, et nous allons conclure, malheureusement, parce que le livre est très dense et très riche. Vous concluez sur Le Manteau d'étoiles, qui est un poème que vous avez écrit et que vous mettez à la fin. C'est un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes, pardon. Vous mettez un extrait à la fin. 46e poème, le lecteur tombé sur ce dialogue avec Saint-Éloi, le fameux ministre de la Guerre. Et c'est magnifique. C'est beau. Alors, j'avais dit qu'il y avait une dimension historique, une dimension militante, une dimension romantique. Il y a aussi une dimension poétique. Et car vous avez écrit d'autres recueils de poésie, vraiment, je le dis en toute simplicité, il faut lire ce livre. C'est un grand bonheur de lecture, avec une belle plume, une belle écriture. Je vous remercie, Yves-Marie Adeline. Peut-être reviendrons-nous un jour ou l'autre sur l'idée monarchique. Qui sait? Elle nous dépasse, de toute façon. Elle nous dépasse. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Yves-Marie Adeline. Merci. Merci, chers téléspectateurs. À très bientôt.